Donc, je vais commencer. Je suis Guillaume Laquière. Je suis lead développeur Scrum Master à Veolia et récemment j'ai pris des fonctions de lead cloud architect chez Veolia. Je suis également Google Developer Expert sur la partie cloud de Google. Et aujourd'hui, je vais vous présenter comment est-ce qu'on peut sécuriser des produits serverless de Google avec une clé d'API. Tout d'abord, une petite introduction sur Veolia. Veolia est une grosse boîte bien connue en France, donc avec 170 000 personnes dans le monde, sur 50 pays. Il y a près de 25 milliards de chiffres d'affaires, 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires tous les ans. Et Veolia est principalement centré sur trois grands marchés qui sont l'eau, qui est l'extraction, le recyclage et la distribution d'eau potable, avec 5 millions de personnes servies chaque jour. Les déchets, la collecte et le recyclage de déchets avec 50 millions de tonnes recyclées tous les ans, et une nouvelle filiale qui est assez nouvelle pour tout ce qui est réseau de chaleur et efficacité énergétique des bâtiments. Voilà, Veolia est assez connu. En fait, Veolia est une très grosse société avec des centaines de filiales. Et avant que je rejoigne le siège social de Veolia en septembre 2019, j'ai fait 3 ans dans une entité qui s'appelle Birds et qui est notamment spécialisée dans tout ce qui est IoT et système communicant. Et donc, c'est de cette société que part le use case. Donc, Birds est une société donc, qui fait des IoT. J'en ai un ici, si vous voulez. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Je vais juste arrêter de partager mon écran. Donc ici, voilà, vous avez un objet communicant de Birds. Vous avez une tête communicante ici et un compteur d'eau. Donc là, c'est un compteur d'eau en laiton. Voilà, donc ça, c'est un compteur connecté. Je vais repartager mon écran. Et donc en fait, donc là c'était une ancienne technologie, c'était la technologie HomeRider, puisque HomeRider, enfin Birds, anciennement le nom de la société c'était HomeRider, faisait des compteurs connectés depuis 20 ans, depuis les années 2000. À l'époque, il n'y avait que des réseaux privés qui existaient, donc Birds, à l'époque HomeRider, a développé son propre réseau de communication maillé qui s'appelle HomeRider, et les compteurs tels que je vous ai présentés communiquaient avec ces réseaux maillés. Donc en fait, Birds avait la maîtrise de bout en bout de l'IoT, des passerelles de communication et de l'IT. Le monde a changé. Aujourd'hui, on a des nouveaux opérateurs, notamment des opérateurs LoRaWAN et Sigfox, qui sont entrés en jeu et qui permettent de déployer, enfin, c'est eux-mêmes qui déploient des réseaux et les fournisseurs d'IoT se connectent simplement au réseau existant, ce qui coûte aussi beaucoup moins cher aux clients. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme on a des compteurs d'eau connectés, Birds a à peu près 3 millions de compteurs d'eau connectés aujourd'hui sur le terrain, très majoritairement avec Veolia, puisque c'est une filiale de Veolia depuis plus de 10 ans. Ces compteurs d'eau connectés, on ne va pas y apporter de prise électrique, et donc en fait, ces compteurs d'eau, ces périphériques connectés, on ne va pas les faire communiquer avec du Wi-Fi, qui sont très gourmands en énergie, ou avec des réseaux type 2G, 3G, 4G, parce qu'ils sont aussi très gourmands en énergie. C'est vraiment des réseaux low power, donc LoRaWAN ou Sigfox, et ces compteurs d'eau connectés ne communiquent que 2 fois par jour pour envoyer des données de consommation, voire un peu plus s'il y a des alertes, comme des alertes de fuite, des alertes de fraude, de compteurs retournés. Voilà. Aujourd'hui, ces modules sont principalement déployés dans les grandes villes en France, à Paris, à Marseille, à Lyon. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre compteur d'eau et vous verrez peut-être cette tête connectée sur votre compteur d'eau. Tout ça pour dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, en fait, les compteurs donc, sont passés d'une technologie HomeRider à une technologie LoRaWAN ou Sigfox, et on n'a plus trop la maîtrise de bout en bout de la communication. Donc on va avoir en fait, dans ce contexte-là, on va avoir des devices qui vont être sur le terrain, déployés à différents endroits, des fois des endroits difficiles. Si vous regardez votre compteur d'eau, souvent il est enterré à 1 mètre ou 2 mètres sous terre, si ce n'est pas dans des sous-sols à Paris où ils sont 2 ou 3 étages sous terre bien enfouis. Des fois il y a une chape de métal ou une chape de béton qui va recouvrir le compteur d'eau. Voilà, donc les conditions de communication sont difficiles. Mais malgré tout, les opérateurs
IoT, donc LoRaWAN ou Sigfox, vont mettre en face des antennes et récupérer donc les messages et les traiter dans ce qu'on appelle dans le cœur de réseau de l'opérateur IoT. Donc ça, c'est le principe de base, mais ensuite, il faut que nous, côté Birds, côté Veolia, on récupère ces messages pour faire les traitements. La majorité des opérateurs LoRaWAN ou Sigfox aujourd'hui mettent à disposition donc deux moyens de communiquer. C'est soit une queue MQTT, donc une file de messages MQTT, soit alors ça va être des webhooks. Et aujourd'hui, on a décidé d'utiliser le webhook pour plusieurs raisons que je vais te présenter. La première, c'est que le webhook est assez universel, hein, c'est une requête HTTP et c'est assez simple d'être en face et d'écouter. Peut-être pas très efficace en termes de communication, mais en tout cas, c'est assez simple de pouvoir s'interfacer avec un webhook HTTP. La configuration est assez simple aussi. On va se mettre sur le portail de l'opérateur, on renseigne l'URL que l'on souhaite, donc l'URL du service que l'on va mettre en face sur Google Cloud, ici en l'occurrence, et l'opérateur va simplement envoyer un message, donc faire un post HTTP avec le contenu du message du device IoT pour qu'on puisse le traiter. L'avantage aussi du HTTP, c'est qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps actif en face. Alors je vais m'expliquer. Lorsqu'on va avoir une queue de messages MQTT, on va être obligé d'être connecté en permanence à la file de messages et donc on va devoir avoir une essence 100% active en face. Ce qu'il faut savoir, c'est que les opérateurs IoT, LoRaWAN ou Sigfox, c'est des opérateurs informatiques. Ils ont des antennes qui vont communiquer avec les devices. Et il y a un cœur de réseau, c'est rien d'autre que des serveurs et des bases de données qui vont stocker des messages. De notre expérience avec les opérateurs IoT, on est connecté actuellement avec une dizaine d'opérateurs IoT, à peu près une fois par trimestre. Il y a un opérateur IoT qui a un problème, forcément un problème informatique, donc il n'y a plus de messages. Manque de chance, c'est assez souvent mais le même, et manque de chance, ça peut arriver que ce soit le vendredi soir, par exemple à 20h, et cet opérateur n'a pas de service, en tout cas le service que l'on a avec lui, c'est pas un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc s'il y a un problème le vendredi à 20h, pendant tout le week-end, on va recevoir aucun message, et le lundi matin, quand l'opérateur va revenir à son poste, il va corriger l'incident, appuyer sur un bouton, et tous les messages du week-end, donc 2 jours et demi de messages, vont arriver sur la plateforme qui est en face. Forcément, quand on a plusieurs centaines, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de devices, aujourd'hui sur la technologie LoRaWAN, on est environ à 5000 devices déployés sur le terrain, donc ça peut faire un gros volume de messages, même s'il n'y en a que deux par jour. Et donc, c'est assez problématique, il faut qu'on soit assez scalable, assez élastique en face pour absorber toute cette charge de messages lorsqu'il y a des messages. Et lorsqu'il n'y a pas de message, parce que l'opérateur a un problème, on ne veut pas avoir des ressources actives à écouter, par exemple, une queue MQTT en permanence, on peut être actif alors que l'opérateur en face n'est pas actif. Donc l'idée est de scaler à zéro lorsqu'il n'y a pas de message et de scaler à plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'instances lorsque le trafic réseau est important. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que certains opérateurs IoT, pas tous, mais certains, ont une politique de retry, ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas de service en face du webhook HTTP ou qu'il y a une erreur lors de la réponse, en fait, lorsqu'il n'y a pas un code retour 200, lorsqu'un message est poussé, il y a certains opérateurs IoT qui vont avoir une politique de rejeu, qui vont rejouer les messages pendant 24 heures, par exemple, et d'autres qui disent, c'est pas grave, tant pis pour vous. Et donc à ce moment-là, il faut vraiment qu'on ait un service qui soit extrêmement disponible en face de l'opérateur IoT pour se dire que on ait une garantie de disponibilité à 99.5, 99.9 parce que en face, nos clients, notamment c'est des collectivités, appliquent des pénalités si on ne ramène pas plus de 99% des devices qui sont déployés sur le terrain. Si on manque des points dans le mois, eh bien, il faut nous appliquer des pénalités souvent importantes. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment avoir une haute disponibilité lorsqu'on écoute les messages webhook que nous envoient les opérateurs low power. Donc, on est dans ce contexte. Et donc, le choix que l'on a fait pour faire face à ces deux challenges, qui est de scaler
à zéro lorsqu'on n'a pas de trafic et de scaler à plusieurs centaines d'instances lorsqu'on a beaucoup de flux et de pouvoir avoir une haute disponibilité et de se baser sur des solutions serverless. Donc du serverless parce qu'en fait, on veut vraiment se focaliser sur le traitement que l'on veut faire. Notre métier est de traiter la donnée IoT et pas de traiter de la haute dispo, de déployer des serveurs, de s'assurer du failover, de faire de la haute dispo sur plusieurs zones, sur plusieurs data centers. Tout ça n'a pas de valeur pour nous, pour nos opérations. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment avoir une expérience de développement assez simple, coder ce que l'on souhaite pour le client et scaler automatiquement en fonction du trafic. Notre stratégie est de faire ça sur Google Cloud. Et donc, en fait, on est allé voir quelles sont les solutions qui nous permettent d'héberger donc des serveurs web qui vont permettre de répondre à des webhooks pour héberger donc cette solution, ce service web. Sur Google Cloud, il y a 3 solutions qui existent. Il y a l'historique App Engine, qui existe depuis plus de 12 ans aujourd'hui sur Google Cloud. Un service qui existe depuis 6-7 ans, qui est Cloud Function, dont récemment le service est compatible avec Java. Et il y a le tout dernier Cloud Run, qui a été publié publiquement il y a un peu plus de 1 an, en avril 2019. Donc, pour commencer à faire ça, on va vouloir savoir qu'est-ce qui existe comme solution d'hébergement, et surtout, c'est aussi ce qui nous intéresse, un point important que j'ai oublié de mentionner dans mon use case, c'est que on va avoir des devices qui vont communiquer de la donnée à notre back-end pour qu'on puisse faire des traitements et savoir si le réseau de distribution d'eau, notamment des collectivités, s'il est correct, s'il n'est pas correct, s'il fonctionne bien, s'il y a des alertes ou pas. Et on ne veut pas qu'il y ait, on va dire, des petits malins qui injectent des messages IoT erronés dans notre système pour nous faire croire des choses qui ne seraient pas vraies et lancer des interventions ou des actions qui seraient fausses par rapport à la réalité du terrain. On veut donc sécuriser la communication entre l'opérateur IoT et notre back-end qui vont recevoir les messages webhook pour être sûr de recevoir uniquement les messages de la part de l'opérateur IoT et pas de n'importe qui et de n'importe où. Donc l'étude que l'on a faite sur les solutions serverless va être de se dire on va voir quelles sont les solutions de sécurité, enfin quelle est la sécurité qu'apporte chacune de ces solutions. Pour ça, on est parti sur le service le plus simple, qui va être Cloud Function. Mais Cloud Function va en fait tout simplement, c'est un service assez simple. Vous allez apporter quelques lignes de code pour déployer ce que vous faites sur GCP. Donc c'est quelques lignes de code, c'est vraiment une fonction. Vous déployez une fonction sur le cloud et ça scale automatiquement avec vous. Donc ça scale à 0 ou ça scale à n instances si besoin. Et ça répond à des événements. 2 types d'événements, des événements cloud, quand des briques du cloud, il se passe quelque chose dans le cloud, on peut envoyer des événements et ça va répondre à ces événements-là, mais aussi des événements externes, comme des requêtes HTTP, ce qui est parfait pour répondre à des webhooks. Et enfin, forcément, comme on scale à 0 et on scale en fonction du trafic, on va payer vraiment à l'usage. Quelle sécurité est appliquée sur Cloud Function? En fait, il va y avoir donc 2 modes. Un mode public, où il n'y a pas de sécurité du tout, et un mode privé, où on va autoriser uniquement les utilisateurs authentifiés et autorisés sur le service. Comment ça se passe? En fait, au-dessus de Cloud Function, donc c'est le code que vous déployez vous et que vous allez manager, vous avez une couche en plus qui est managée par Google, qui s'appelle Google Frontend, qui est vraiment le front-end de l'application, où va être déployé donc, le DNS, c'est cette partie aussi qui va communiquer avec la partie publique d'Internet, donc la partie IP. C'est sur ce Google Frontend que les certificats SSL vont être hébergés et gérés par Google. Et donc, pour se connecter à ce Google Frontend, il faut se présenter avec un header d'authentification, donc un header avec OAuth2, donc un token d'authentification, un identity token, qui est vérifié par Google Frontend. Et si la requête est authentifiée et que la personne qui est authentifiée par cette requête est autorisée à accéder à la Cloud Function, vous pouvez accéder à la Cloud Function. L'effet très intéressant de ça, c'est que si vous mettez votre service en privé et qu'il y a une attaque, par exemple en DDoS, où il y a des centaines, des milliers, des millions de requêtes qui arrivent sur le service et qu'elles ne sont pas authentifiées, qu'elles sont authentifiées avec un token OAuth2 qui n'est pas valide ou qui est expiré ou autre, toute la charge va être prise par Google Frontend et c'est Google Frontend qui va
mettre à la poubelle tout le trafic qui est pas, pas souhaité. Et donc, c'est Google en fait, qui va prendre toute la charge et vous, votre fonction, va recevoir uniquement le trafic qui est valide. Et donc, en fait, en cas d'attaque, vous n'allez pas payer plus cher, c'est Google qui va payer, en fait, qui va prendre à son compte, à sa charge, le trafic. Donc, ça vous permet aussi de vous protéger en termes financiers et de traiter uniquement les requêtes qui sont valides. Donc, ça, c'était pour Cloud Function. On va passer sur notre service assez similaire qui est Cloud Run. Cloud Run un peu plus complexe, c'est pas une fonction que l'on déploie, on va déployer un conteneur qui est compatible avec Knative. Alors, qu'est-ce que c'est que Knative? Knative est un projet open source développé par Google initialement, qui vient s'installer au-dessus de Kubernetes, qui est aussi un produit open source, qui a aussi été développé initialement par Google. Alors, Kubernetes, qu'est-ce que c'est? Kubernetes permet de gérer un cluster de machines qui va s'appeler des nodes dans un cluster Kubernetes. Et sur ces nodes, on va pouvoir déployer des conteneurs, un ou plusieurs conteneurs. En fait, ça va être un pod. Dans un pod, on peut déployer un ou plusieurs conteneurs. Donc, en fait, le principe de Kubernetes est de dire, j'ai un ensemble de ressources qui sont mes nodes, et dessus, je vais déployer des conteneurs qui sont des pods, et on va pouvoir scaler les pods, on va appeler des réplicas, en fonction de la consommation de CPU ou de mémoire de ces réplicas. Et s'il y a un réplica qui n'est plus valide ou qui répond mal, on va le supprimer, on va en créer un nouveau. Si on a beaucoup de montées en charge, on va ajouter des réplicas. Et si on n'a plus assez de ressources, si on n'a plus assez de nodes dans le cluster, on va créer une nouvelle VM, on va créer un nouveau node et on va pouvoir déployer les nouveaux réplicas sur ce nouveau node. Et inversement, s'il n'y a plus assez de trafic, on va pouvoir supprimer des nodes. On va pouvoir avoir un cluster qui est scalable en termes de pods, en termes de conteneurs que l'on déploie, mais aussi en termes de nodes et de VM. La problématique avec Kubernetes aujourd'hui, c'est qu'on se base sur la consommation de CPU et sur la consommation de RAM, et pas sur le trafic réseau. Ce qu'apporte Knative, c'est cette couche-là, c'est qu'en fait, il va y avoir un agent qui va écouter le trafic du réseau et qui va dire, s'il n'y a pas de trafic réseau, on supprime tous les réplicas d'un certain pod, d'un certain service, et dès qu'il y a du trafic, on va ajouter un pod, s'il y a beaucoup de trafic, on va en ajouter d'autres, etc., etc. Et on va avoir un service scalable, autoscalable au-dessus de Kubernetes, en fonction du trafic réseau, et pas en fonction de la consommation du CPU. Donc vous l'aurez compris, c'est scalable de manière dynamique. On va scaler à 0 et scaler à n. Et Cloud Run est un produit managé sur Google Cloud, mais vous pouvez aussi l'installer sur n'importe quel cluster Kubernetes avec Knative, et vous allez avoir donc justement une portabilité entre Cloud Run managé sur Google Cloud et sur n'importe quel cluster Kubernetes. Seule contrainte à ça, votre conteneur doit répondre à deux contraintes qui sont, on doit répondre à des requêtes HTTP, ce qui tombe bien dans notre cas, puisqu'on veut répondre à des webhooks HTTP, donc on doit répondre à des requêtes HTTP. Et on ne peut pas monter de disques. En fait, on ne peut pas attacher des disques au conteneur que l'on monte. On n'a pas de volume attaché au conteneur. On peut s'interfacer avec d'autres services, des services de base de données, des services de fichiers comme Google Cloud Storage sur GCP. Mais on ne va pas pouvoir monter de disques en propre sur le conteneur. Voilà, c'est les deux contraintes qu'il y a. Et en plus, dans la version managée, on a un temps d'exécution de la requête qui est limité à 15 minutes par requête. Ça va être agrandi bientôt, mais pour l'instant, c'est 15 minutes. Tout ça pour dire qu'en fait, on a un comportement qui est très similaire au Cloud Function, sauf qu'on exécute des conteneurs et on n'exécute pas des fonctions qui sont packagées. Mais en fait, le back-end sur Google Cloud, c'est exactement le même entre Cloud Run et Cloud Function. Et comme c'est le même back-end, on va aussi avoir le même front-end. Et en fait, Google Front-end protège de la même manière Cloud Run et Cloud Function. Si on passe sur le dernier service de Google Cloud, on va avoir App Engine. App Engine est plutôt orienté sur du web, donc pour déployer des microservices par rapport à un site web qu'on va pouvoir déployer avec des fichiers statiques et des services web. Là aussi, on n'a pas de configuration à faire, on n'a pas d'Apache, on n'a pas de Nginx, on n'a rien à configurer, tout est configuré automatiquement par Google Cloud. Et ça scale aussi automatiquement de 0 à n, même avec beaucoup de n, beaucoup d'instances. Pendant des années, App Engine a été l'unique back-end de Snapchat. Et donc, on peut scaler très très fort, puisque Snapchat a été très populaire et est toujours très populaire, notamment chez les jeunes. La sécurité sur App Engine est un petit peu différente par rapport à Google Frontend, bien que la logique soit la même, c'est pas le même
composant Google qui est en face, on va pouvoir mettre un composant de sécurité qui s'appelle Identity Aware Proxy. Donc c'est un proxy d'authentification plutôt orienté vers un workflow web, notamment pour l'authentification avec OAuth 2. Mais ça reste malgré tout un protocole où on doit fournir un header d'authentification avec un token OAuth 2. Et de la même manière que pour Google Frontend, si des requêtes ne sont pas valables, elles vont être absorbées par Identity Aware Proxy et mises à la poubelle. Et uniquement les requêtes valides vont être transmises au back-end. De cette manière, on a la même protection sur les DDoS. Et c'est en cas d'attaque DDoS, c'est toujours Google qui va payer la charge et vous aurez uniquement les requêtes valides. Très bien. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, on est plutôt embêté puisque dans notre use case, on a 3 services serverless de Google qui nous demandent à chaque fois des tokens d'authentification OAuth 2 dans le header de la requête. C'est assez problématique puisque quand on va être en contact avec des opérateurs LoRaWAN ou Sigfox, on va avoir donc un back-end à configurer et les données qu'on va pouvoir mettre dans ce back-end, on va uniquement pouvoir mettre des données statiques. On ne va pas pouvoir dire alors, à l'opérateur LoRaWAN, lorsque tu veux te connecter avec mon webhook, je voudrais que tu inities une notification OAuth 2 avec cette clé de sécurité que je te fournis, tu génères un token et tu ajoutes ce token dans le header de la requête que je t'envoie. Les opérateurs pourraient le faire, mais s'ils le font par exemple pour le provider d'identité de Google, pourquoi ils ne le feraient pas avec celui de Microsoft? Pourquoi ils ne feraient pas ça avec Cognito, le provider d'AWS, et puis d'IBM, et puis des providers privés, etc., etc. Ce serait très complexe à gérer côté opérateur LoRaWAN, donc ils préfèrent ne rien faire. Donc la seule solution que l'on a à faire de notre côté, c'est d'utiliser des données statiques, et donc par exemple une clé d'API, qui est une clé en fait, hein, c'est une chaîne de caractères que l'on va ajouter en plus de notre requête pour s'authentifier. Donc, comment faire? Quels produits utiliser? Puisqu'en fait, on a des produits serverless qui vont uniquement accepter du OAuth 2, et nous, on va uniquement pouvoir mettre une clé d'API dans notre service, dans notre configuration du webhook. C'est pour ça que Google a une solution qui s'appelle Cloud Endpoints. En fait, c'est une API Gateway qui est basée sur OpenAPI 2. Alors, c'est la version 2. Alors, OpenAPI est aussi connu de manière plus populaire sous le nom de Swagger. Donc, c'est Swagger qui a, au début, normalisé donc, la façon de décrire une API. Aujourd'hui, la version la plus récente est la version 3. Donc, pour l'instant, Cloud Endpoint est sur la version 2, mais ils sont en train de faire les mises à jour pour faire ça sur la version 3, j'espère, d'ici la fin de l'année. Comme c'est un produit Swagger qui est très connu, il y a plusieurs langages, plusieurs frameworks qui supportent aussi bien la génération de stubs pour développer donc, le client par rapport à un service web, que la génération de fichiers OpenAPI sur la base du code que l'on a écrit au niveau du serveur web. On a un service donc, de portail de développeurs et on va supporter, donc avec Cloud Endpoint, on va supporter plusieurs modes d'authentification, forcément OAuth 2, puisque c'est aujourd'hui le standard sur Google Cloud, mais aussi des clés d'API, OAuth 0 et Firebase Authentication. Le service est en open source, donc vous pouvez chercher sur GitHub Extensible Service Proxy, vous trouverez le code source de Cloud Endpoint. Et vous pouvez le déployer sur différents produits. Donc moi, je suis fan de Cloud Run, donc j'ai déployé la solution sur Cloud Run dans mes différents tests et dans mes différents articles. Mais vous pouvez le déployer sur Cloud Function, sur App Engine, sur Kubernetes, sur une compute, et même je crois que vous pouvez le déployer on-premise si vous le souhaitez. Comment ça marche? En fait, lorsque une requête va arriver, donc en fait, vous n'allez pas appeler directement votre service backend, votre Cloud Function, votre App Engine, votre Cloud Run, vous allez appeler un autre service qui est Cloud Endpoint. Vous allez l'appeler avec la clé d'API dans votre URL. Qu'est-ce que va faire Cloud Endpoint? Cloud Endpoint va vérifier la clé d'API par rapport à un service interne qui va permettre de me dire si la clé est valide, si la clé existe et si la clé elle est autorisée pour ce service. Si c'est le cas, ce qui va se passer, c'est que Cloud Endpoint est un service, est un composant GCP. Un composant GCP dispose d'une identité qui lui est propre, donc il va avoir un email en fait. Et ce composant, Cloud Endpoint, va pouvoir générer lui-même
un token OAuth2 propre à Google Cloud et va l'ajouter lui-même dans le header des requêtes qu'il va transmettre ensuite à Cloud Function, App Engine ou Cloud Run. Donc, une fois que la clé d'API est valide, dans cette étape 3, Cloud Endpoint va utiliser sa propre identité, son propre email, son propre service, son propre secret en fait, pour générer ce token OAuth2, l'ajouter dans le header et forwarder, transmettre la requête aux services sous-jacents qui ont été configurés. Comment ça se configure? Donc, assez simplement, on va avoir donc c'est quand même un fichier OpenAPI 2.0, donc c'est assez standard. Donc, on va retrouver la définition. Donc, c'est du Swagger, comme je vous disais. Le host, donc le host, c'est sur quel service est déployé Cloud Run. Donc ici, on va avoir donc mais la fin de l'URL se finit en run.app puisque j'ai déployé mon endpoint sur Cloud Run. On va avoir toute une partie de définition, donc notamment le pass. On va définir donc le pass que l'on souhaite. Ici, c'est /hello. Le type de requête, le type de verbe HTTP que l'on souhaite. Ici, ça va être un get. Et on va définir le backend que l'on souhaite atteindre. Donc ici, le service va s'appeler Hello, donc c'est pas le même nom de service que précédemment. Et je l'ai déployé sur Cloud Run. Forcément, vous avez j'étais fan de Cloud Run. Et on va dire que la sécurité pour ce endpoint, ça va être d'utiliser une API key. Alors, qu'est-ce que c'est que API key? API key, on va le définir souvent à la fin du fichier. C'est une security definition où on va en fait simplement dire qu'on a donc un service, donc une sécurité qui est de type API key. Le paramètre va être ajouté dans la query. Donc, on va avoir URL HTTP hello point d'interrogation key, mais le nom de l'argument égale l'API key. Donc ça, c'est de manière assez standard pour le déployer et on peut l'utiliser. Le problème, c'est que quand vous allez faire ça sur GCP, et c'est les problèmes sur lesquels on s'est heurté lorsqu'on a déployé cette solution, c'est qu'en fait, ce n'est pas si facile sur GCP. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a quelques limitations sur les API key. Il n'y a pas d'API publiques qui sont disponibles, notamment pour la génération de clés d'API. On est obligé de le faire via la console. Récemment, il y a un mois à peu près, il y a eu une bêta qui est sortie pour le faire via API. Aujourd'hui, je l'ai grisé parce que je l'ai cherché la semaine dernière et ce service n'existe plus. Il n'y a plus de référencement, il n'existe plus, il n'est plus accessible. Donc je pense que Google a déployé quelque chose en bêta, ils sont peut-être aperçus que c'était une bêtise. Hop, ils ont fait un rollback. En tout cas, cette API était disponible, elle ne l'est plus. Donc aujourd'hui, le seul moyen de générer une clé d'API est de le faire via la console. Donc manuellement, une personne va sur la partie clé d'API et on le génère. De la même manière, la validation des clés d'API n'est pas publique. Cloud Endpoint peut appeler des API privées de Google pour faire cette validation, mais par contre, si vous voulez faire par exemple un custom check sur votre clé d'API, vous ne pouvez pas le faire parce que ces API de validation ne sont pas disponibles par Google. C'est quand même beaucoup d'obstacles pour une simple clé d'API. Et on peut se demander pourquoi est-ce que Google a mis autant de difficultés à faire ça. Si on creuse un petit peu dans la doc de Google, on va tomber sur la documentation. Donc là, je vous ai mis le lien si vous voulez aller le voir. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'en fait, Google nous explique qu'une clé d'API ne permet pas d'identifier un utilisateur ou une application. En fait, Google nous explique qu'une clé d'API va identifier un projet GCP. Alors ça, c'est important à l'avoir en tête, parce que si vous voulez différencier, par exemple, 3 clients mais différents, si vous créez 3 API keys sur le même projet, vous n'allez pas pouvoir différencier qui appelle quoi. Vous êtes obligé de créer 3 projets différents. Et comme vous ne pouvez pas créer des API keys de manière automatique, vous êtes obligé d'aller sur chacun des 3 projets, de créer manuellement votre API key sur l'interface et de devoir l'autoriser sur votre service et puis tout ça. Ce qui est assez contraignant, assez difficile à mettre en œuvre et c'est pas du tout pratique et automatisable tel qu'on souhaiterait le faire dans un service cloud. Si on creuse encore dans la documentation, donc le point suivant, c'est que Google nous explique qu'il est facile aux autres de découvrir quelle est la valeur de l'API key et de la réutiliser simplement. Et au final, pour conclure, qu'il est vivement recommandé d'utiliser plutôt un standard d'authentification
typiquement OAuth2 avec un flow d'authentification qui est standard, et de ne pas utiliser des clés d'API. Mais en fait, on peut se demander pourquoi Google nous décourage, nous déconseille et nous met autant d'obstacles pour utiliser les clés d'API. Ce qu'il faut bien voir quand on creuse en niveau sécurité, c'est qu'on va exposer notre clé d'API au vol de clés. Alors, qu'est-ce que c'est que le vol de clés? C'est qu'en fait, vous allez avoir un système à gauche et un autre système à droite, donc qui est votre service, et il peut y avoir une personne mal intentionnée, qui va pouvoir, par exemple, installer un logiciel sur votre ordinateur et qui va pouvoir écouter toutes les requêtes que vous faites à l'API. S'il arrive à voler votre secret, il va pouvoir se faire passer pour vous et faire des requêtes à votre place. Ce qui notamment est assez problématique quand c'est de la banque en ligne, une personne pourrait voler votre identifiant et faire des transactions à votre place. Alors là, ici, ce schéma est exactement le même que l'on utilise une clé d'API ou un token OAuth2. En fait, puisqu'un token OAuth2, ça reste aussi une chaîne de caractères que l'on va ajouter à la requête qui va vous permettre de vous authentifier. Donc si on arrive à voler la requête que l'on fait au serveur, on peut voler aussi bien une clé d'API qu'un token OAuth2. La seule différence entre les deux, c'est qu'habituellement, un token OAuth2, en tout cas sur Google, par défaut, un token est valable pendant 1 heure. Et donc en fait, même s'il y a une personne qui arrive à s'introduire sur votre système et à vous voler votre requête, il va pouvoir utiliser ce token uniquement pendant 1 heure et après il sera expiré, il ne pourra plus rien faire. Par contre, posez-vous la question, votre clé d'API, vous la renouvelez tous les combien? Moi, je connais des services notamment de cartographie avec Google Maps. Ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, on utilise la même clé d'API, on ne l'a jamais renouvelée. Forcément, s'il y a quelqu'un qui nous a pris, mais vous volez la clé, depuis 5 ans, cette personne peut continuer à faire des requêtes. Et ça, c'est dans le cas où la personne a quand même réussi à s'introduire dans votre système, ce qui est assez difficile et assez rare. Maintenant, on pourrait imaginer que la personne, simplement, elle va sniffer le réseau et attraper votre communication qui est sécurisée. Là, à ce moment-là, elle va attraper votre communication SSL, qui est sécurisée, donc elle est chiffrée. La personne ne peut rien en faire. Elle ne peut rien en faire aujourd'hui. Mais imaginez si cette personne avait sniffé votre réseau il y a 5 ans, avec des protocoles type SSL-V2, SSL-V3, qui sont aujourd'hui dépréciés, parce qu'ils sont avec des failles de sécurité. En tout cas, ils sont plus assez sécurisés aujourd'hui. Imaginons que cette personne ait conservé ces trames qu'elle a sniffées il y a 5 ans. Aujourd'hui, la technologie, la connaissance et la puissance des machines permettent de casser le chiffrement SSL V2 ou V3 d'il y a 5 ans. La personne arrive à récupérer le secret. Si c'est un token qui a une durée de validité de 1 heure, ben forcément, la requête qui a 5 ans, elle est plus exploitable. Par contre, votre API key qui n'a pas changé depuis 5 ans, la personne pourrait continuer à réutiliser votre secret qui est vieux depuis 5 ans, vu que vous ne l'avez pas changé. Donc vraiment, la différence, c'est une différence de temporalité. Et typiquement, quand vous connectez sur une banque en ligne, le token ne dure pas 1 heure, il dure 5 minutes, vu qu'on a vraiment des notions de sécurité fortes sur de la banque en ligne. Donc vraiment, la différence, c'est celle-ci. Et on pourrait même imaginer de dire qu'on fait de la basic authentication, donc c'est exactement la même chose. La basic authentication, c'est exactement pareil que de l'API key. En fait, basic authentication, on ajoute un header de sécurité et on a le login, le mot de passe, encodé en base 64. Donc c'est une chaîne de caractères statique. Et tant que vous ne changez pas votre login ou mot de passe, cette chaîne de caractères encodée en base 64 ne va pas changer aussi. Donc c'est exactement la même problématique. API key ou basic authentication, c'est la même chose, la même problématique. Il faut vraiment qu'un secret change de manière régulière. Et avec toutes les bonnes volontés du monde, une API key, vous n'allez pas la changer toutes les heures. Toutes les semaines, ce serait exceptionnel. Tous les mois, ce serait déjà bien. Tous les ans, c'est plutôt le standard qu'il faut se dire, mais la temporalité n'est vraiment pas la même. À ce moment-là, il faut se poser la question, quel est le bon use case pour utiliser des clés d'API? Parce qu'en effet, si vous regardez dans la littérature, notamment sur Google Cloud et tous les services de Google, Google lui-même utilise des clés d'API. Vous regardez les services Google Maps, vous prenez par exemple Speech to Text, vous prenez Natural Language Processing. Tous ces exemples que vous allez trouver dans les docs de Google vous demandent d'ajouter la clé d'API à la fin de votre requête. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est le principe de ces clés d'API. Par exemple, vous prenez Google Maps, vous pouvez faire une requête à Google Maps en disant « Je voudrais connaître
toutes les stations-service qui sont autour de chez moi. Il n'y a aucun secret dans cette requête. Les stations-service qui sont autour de chez vous, tout le monde les connaît, votre voisin, le boulanger, n'importe qui connaît les stations-service qui sont autour de chez vous. Il n'y a pas de secret. Par contre, le service que rend Google de vous dire, autour de ce point-là, toutes les stations mes services sont ici, ça c'est un service que rend Google, et le service, en ce bas monde, rien n'est gratuit, ce service est payant. Et donc Google, ce qu'il veut savoir, c'est qui va payer pour ce service. Rappelez-vous, la clé d'API, comme l'a dit Google dans cette documentation, n'identifie pas un utilisateur ni une application. On va identifier un projet. Un projet sur Google Cloud va être lié à un billing account, et donc Google va savoir quel billing account facturer lorsque vous faites une requête avec cette clé d'API. Donc c'est pour ça que la clé d'API ici est importante, pas pour savoir qui a le droit de faire quelque chose, mais plutôt qui va pouvoir payer pour cette requête. Et pour la petite histoire, Google est en train de mettre à jour toutes ces API pour se passer des API key à ce niveau-là et d'utiliser aussi un système d'authentification avec OAuth 2 pour plus de sécurité. Parce que vous imaginez que si votre clé d'API se fait voler, je ne sais pas, mais par exemple, vous avez un prestataire qui vient chez vous pour travailler pendant un mois sur un sujet de cartographie, il aura accès à votre clé d'API, il peut très bien repartir avec du code, avec la clé d'API, et puis pouvoir utiliser pour son site personnel votre clé d'API et continuer à utiliser cette clé, et c'est vous qui payez alors que c'est quelqu'un d'autre qui va l'utiliser. Donc c'est pas très sécurisé, c'est pour ça que Google veut mettre en place plutôt de la sécurité avec OAuth 2. Donc au final, il faut bien avoir en tête qu'il faut utiliser la clé d'API pour le bon use case. Parce que la clé d'API va quand même diminuer fortement votre niveau de sécurité. Elle va vous exposer plus fortement à du vol de clés. En tout cas, la rotation des clés n'est pas très fréquente. Et donc forcément, vous allez pouvoir avoir une exposition à une attaque beaucoup plus longue que si c'était un token qui a une durée de vie de 1 heure. Et malgré tout, la clé d'API va permettre d'identifier qu'un projet et pas un utilisateur en soi. Cependant, on va dire que c'est mieux que rien. C'est mieux que rien puisque dans mon use case, j'avais deux solutions. C'est soit je faisais aucune sécurité, soit je mettais une clé d'API. Et finalement, la clé d'API, c'est malgré tout mieux que rien. S'il y a un hacker du dimanche qui passe par ici, il faut voir que l'API, elle est sécurisée. Même si ce n'est pas le top, elle sera sécurisée. Et on a de fortes chances qu'il passe son chemin, qu'il ait plutôt voir une autre API qui sera, elle, pas du tout sécurisée, plutôt que de venir se casser la tête à découvrir quelle est la clé d'API qui est correcte pour faire un appel au service. Donc, c'est mieux que rien. Dans notre contexte, on a pu sécuriser la communication entre l'opérateur IoT et notre back-end. Ça fonctionne bien, ça fonctionne même très très bien. Et on a même une feature qui est en plus, que je n'ai pas détaillée ici. On peut ajouter des quotas et des rate limits sur cette partie sécurité. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez une clé d'API, on peut identifier un projet et on peut dire que tel projet, donc tel client, à ce moment-là, il faut quand même avoir un projet par client. Hein, donc si vous avez 1000 clients, il faut 1000 projets et créer des clés d'API 1000 fois manuellement, donc c'est compliqué. Et malgré tout, vous pouvez dire que pour un client, il a le droit d'appeler cette API que 3 fois par seconde. Et ainsi, ça vous permet de sauvegarder vos ressources, ça permet de ne pas avoir des mauvais usages de votre API. Et vous pouvez ainsi avoir des contraintes beaucoup plus fortes sur l'API. Un peu plus tard, en tout cas c'est ce qui est prévu dans la roadmap, il va aussi pouvoir y avoir du billing, donc pouvoir savoir en fin de mois, tel projet a appelé tant de fois votre API sur telle URL, et donc vous allez pouvoir refacturer votre client en fonction de son usage de votre API. Voilà, donc ça c'était ma présentation. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez appris comment sécuriser une API, j'espère que vous savez quels sont les avantages et les défauts qu'ont une clé d'API, notamment sur la rotation des secrets. Je vous ai mis différents liens si vous souhaitez donc voir quels sont les différents services Cloud Function App Engine et Cloud Endpoint. Vous pouvez me retrouver sur Twitter. Je diffuserai donc les slides de cette présentation. Je vais les diffuser sur Twitter si vous souhaitez. J'ai écrit 2 articles Medium sur ce sujet, donc le sujet de la sécurisation avec une API key, mais aussi un sujet sur les quotas. Si vous êtes intéressé pour les quotas, j'ai un article Medium sur ça. Et je vais rebasculer sur le chat pour voir si vous avez des questions, et je serai ravi de pouvoir vous répondre maintenant.
Alors, je retourne sur le chat. Ok. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des besoins ou des compléments que vous souhaitez avoir sur mes sujets. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions plus tard, hein, n'hésitez pas à me contacter plutôt sur Twitter. Je suis toujours ravi de vous aider. C'est aussi des questions et des problématiques. Vous pouvez toujours poser des questions sur Stack Overflow, hein. Je traite aussi pas mal sur Stack Overflow si vous souhaitez. Donc voilà. Je vais rester juste quelques minutes histoire de voir si vous avez quelques. Une question de David. L'API Key est-elle en fin de vie? Alors, je ne dirais pas que c'est en fin de vie, parce que comme je l'ai montré, ça va nous permettre de nous sortir de certains cas difficiles. En tout cas, les cas où on ne peut pas faire des authentifications dynamiques, on ne va pas pouvoir on va pas pouvoir faire autrement que d'utiliser une chaîne statique. Donc, soit une API Key, soit autre chose. Comme j'ai dit, une basic authentication qui reste un login, mot de passe encodé en base 64, c'est statique aussi. Donc, ce ne sera pas différent. Donc je ne dirais pas que c'est en fin de vie, mais par contre, il faut vraiment savoir dans quel cas l'utiliser et l'utiliser vraiment de manière par parcimonie. Et vraiment, quand on est bloqué, allez, je vais dire que c'est la solution du pauvre. Mais voilà, on peut l'utiliser pour sécuriser à minima. Donc Amaury m'a posé une longue question. API Key, c'est pour les services sans risque, données privées, donc à éviter, on pourrait du brute force, on est d'accord. Alors, en tant que RSSI architecte, c'est cet incident RGPD directement une API qui seule sur un service privé. Ok, alors deux choix. Le service est sensible. Donc, forcer et authentifier l'utilisateur, donc son propre compte. Donc, alors en effet, Amaury, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on peut forcer l'utilisateur à s'authentifier. Comme je disais, Cloud Endpoint notamment est compatible avec Firebase Authentication. Donc Firebase Authentication, donc ça fait partie de la suite Firebase. Firebase est une suite très connue par les développeurs mobiles notamment, parce qu'au début ça a été centré pour ça. Maintenant on peut utiliser Firebase pour du web, mais initialement c'était vraiment pour du mobile. Il y a plein d'outils mobiles autour de Firebase. Et donc, c'était fait pour authentifier les utilisateurs. Donc, dans votre application App Store, vous authentifiez les utilisateurs avec Firebase Authentication. Donc, c'est vrai que le but est de s'authentifier avec Firebase Authentication. On peut aussi avoir dans Firebase Authentication une fédération d'identité. Donc, soit vos utilisateurs sont en propre authentifiés dans votre base Firebase Auth, soit alors vous avez des connecteurs avec LinkedIn, avec Facebook, avec Twitter, avec Google Account, et vous pouvez utiliser ces providers d'identité externe pour ça. Et en effet, si le métier ne le veut pas, en fait, c'est difficile de se protéger parce qu'on n'importe qui peut faire n'importe quoi. On parle de données privées, ça peut être aussi quand on va bloguer, quand on va avoir des commentaires sur un article de blog. Les gens peuvent faire des commentaires qui ne sont pas souhaitables et si on ne sait pas qui les a fait, c'est difficile de bannir une personne puisqu'on ne sait pas qui a fait ce commentaire-là. Donc en effet, c'est pas souhaitable. Très bonne remarque à Maurice. Bon, je vois que je n'ai pas d'autres commentaires, d'autres remarques. Je vous remercie pour être venu à ce premier talk. Je fais un deuxième retour en fin de journée à 16 heures sur du machine learning et comment héberger un service de machine learning avec TensorFlow sur Google Cloud, toujours en serverless. Et forcément, comme je suis fan de Cloud Run, il y aura un petit peu de Cloud Run à l'intérieur. Donc si vous voulez me retrouver ce soir à 16 heures, il n'y a pas de problème. Je serai là, toujours fidèle au poste. En tout cas, merci pour votre participation. Je vous souhaite une bonne session, de bonnes sessions aujourd'hui. Je vous laisse prendre un petit café, un petit quart d'heure avant la prochaine session juste après. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée.